Bonjour, vous êtes sur l'œil d'Alice vidéo. Vous écoutez ma deuxième analyse qui porte aujourd'hui sur la volonté de lier la pratique de l'islam rigoriste et notamment le port de vêtements appartenant à cet imaginaire avec une instabilité mentale de la part des femmes qui portent ce type de vêtements. Le terrain des expressions féminines, qu'il s'agisse de ressentis, de paroles, d'actes, demeure un terrain d'analyse flou. Les femmes ont en effet la réputation d'être irritables, de s'emporter rapidement et d'être incontrôlables. Afin de pallier ce manque de maîtrise, un tas de maladies visant à les maintenir à leur place et à faire pression ont été inventées. Par exemple, à la fin du 19e siècle, la maladie de la bicyclette fut créée, la bicycle face. L'usage régulier de ce moyen de transport entraînerait la persistance d'une grimace d'effroi sur le visage de son utilisatrice. Euh, En plus, dépression, anxiété, épuisement et maux de tête pourraient aussi en découler. En réalité, il ne s'agissait que d'un subterfuge pour lutter contre l'utilisation du vélo par les femmes qui leur permettait de se déplacer seules et par là encourager leur émancipation. À notre époque, certaines femmes ont orienté leur choix personnel vers une pratique assidue de l'islam qui est rendue visible par un voile enveloppant le corps. Je l'ai nommé rigoriste dans la mesure où il cherche à répondre à la rigueur exigée par les textes sacrés, d'après les dires des principales intéressées. Ce choix vestimentaire est libre et cette affirmation personnelle a été prouvée par de nombreux travaux sociologiques. Par exemple, M. Raphaël Liogier, pour ne citer que lui. Pourtant, cette revendication féminine engendre des difficultés de taille et une certaine mise à l'écart de la société. De récentes actualités placent cette distinction sur les devants de la scène. Donc, en premier lieu, il y a eu le cas de la famille Msakni, qui s'était vu retirer ses 5 enfants suite au départ du père de famille pour la Tunisie. Le couple avait été soupçonné de radicalisme. La mère avait montré sa souffrance dans des vidéos qui étaient assez émouvantes. Donc ici, nulle question de nier le rôle et la douleur de Monsieur Msakni, mais force a été de constater que son épouse s'est placée comme figure de premier ordre dans cette affaire. En second lieu, une affaire plus récente, c'est le cas de Nadia, une mère de famille qui a entamé une grève de la faim suite au retrait de ses 2 enfants sans possibilité de les voir, car il semblerait que sa pratique de l'islam soit trop extrémiste. Cette maman, on le voit sur les vidéos, porte un djilbeb. Donc d'après son témoignage, il lui a été demandé de consulter un psychiatre et de nombreuses questions lui ont été posées sur ce qui se passe dans le monde et aussi le fait de savoir si elle possédait des armes. Sa meilleure amie a également été interrogée pour savoir si Nadia était, comme il a été dit, une radicale. Elle a été internée dans un hôpital psychiatrique sur ordre du préfet et toujours d'après son témoignage, du Valium lui a été administré. Elle a effectué en plus une nuit en isolement et finalement le médecin psychiatre a établi qu'elle n'avait pas sa place dans ce genre d'institution, que sa santé mentale ne nécessitait aucune prise en charge. Toutefois, ces enfants devront être suivis par un psychiatre pour un bilan psychologique. Donc, on le voit, le lien entre psychiatrie et radicalisme est clairement établi. La présentation vestimentaire des 2 mamans a en partie conduit à ce qu'elles soient étiquetées de radicales ou du moins que des soupçons de radicalisme pèsent sur elles. Donc ces conclusions font lourdement écho aux travaux d'une jeune sociologue, Mariam Borgé, dans son ouvrage Le voile intégral en France, sociologie d'un paradoxe, puisque cet auteur estimait que le port d'un vêtement rigoriste survient à la suite de trajectoires de vie heurtées. Ces femmes seraient fragiles psychologiquement, déséquilibrées socialement, voire psychologiquement, et le voile leur rendrait cette assise sociale et psychologique. Donc, je vais vous citer un passage de son livre, un court extrait. Alors, la majorité des femmes interrogées témoignent d'un parcours difficile
où se mêlent violence familiale, précarité sociale et parfois fragilité psychologique. Presque toutes ont connu une exclusion du champ économique et social, l'abandon, la mort ou la maladie chronique d'un parent, ou encore des maltraitances physiques et morales. Elles laissent transparaître une fragilité émotionnelle qui se traduit par un sentiment d'errance et de solitude. Donc, l'usage de la fragilité psychologique, voire de la psychiatrie, a été lourdement employé contre les femmes à partir du XIXe siècle et au cours du XXe siècle, notamment par le biais de l'avènement de la neurochirurgie. De nombreux cas d'abus d'internement au sein d'hôpitaux psychiatriques ont été mis en lumière au cours de l'histoire. Là, ce qui a été appelé surcharge émotionnelle fut un concept phare afin d'interner les femmes qui seraient dites incapables de maîtriser leurs émotions et ce qui les conduirait à la perte de la raison. Ce déséquilibre impliquera que les femmes seront les premières et les principales victimes de la lobotomie, qui est une pratique définie comme dangereuse et incertaine, qui consistait à détruire massivement l'ensemble des fibres reliant un lobe cérébral au reste du cerveau. La première lobotomie fut d'ailleurs pratiquée sur une femme du Kansas aux États-Unis en 1936. Son médecin, Walter Freeman, a expliqué, donc d'après ses mots, qu'une surcharge émotionnelle a conduit à la maladie mentale. En vérité, cette pratique vise à une modification de la personnalité, mais elle n'a jamais abouti à des résultats concluants sur le long terme. On le voit que des problèmes psychiques de toutes sortes ont donné lieu à ce traitement, avec ou sans délire, et parfois relevant d'un discernement plutôt flou de l'équipe médicale. La lobotomie peut même être prescrite en raison d'anxiété. Le docteur Breggins, en 1972, qui est l'auteur d'un article qui s'intitule Retour de la lobotomie et de la neurochirurgie, revient sur la proportion plus importante de femmes à se faire lobotomiser, car ça serait, d'après ses mots, plus socialement acceptable de lobotomiser une femme puisque les fonctions créatives sont détruites lors de cette opération et ces fonctions seraient négligeables pour une femme selon lui. Walter Jackson Freeman, un autre psychiatre, qui est l'inventeur de la méthode très controversée du pic à glace, une méthode qui consistait à enfoncer un pic au niveau de l'œil à l'aide d'un marteau dans le lobe frontal. Ce médecin estimait que les femmes lobotomisées devenaient de bonnes ménagères. Ce médecin a réalisé à lui seul 3500 lobotomies. Il a tenté d'opérer des mères de familles dépressives lorsque cette méthode fut délaissée au profit de traitements médicamenteux. Il fut toutefois interdit d'exercer en 1967 parce que un patient est mort sur la table d'opération. C'est vous dire la dangerosité de cette opération. Lors de sa carrière, il entreprit une lobotomie sur Rosemary Kennedy, qui était la sœur du futur président, alors qu'elle était âgée de 23 ans. Elle était soignée pour des troubles de l'humeur et un léger retard. La pauvre femme a fini sa vie dans un état végétatif et complètement incontinente suite à l'opération. Donc, le radicalisme appliqué par certains au voile ample et enveloppant remet en cause la validité mentale et psychique des femmes qui revendiquent le port de ce type de vêtements de manière entièrement volontaire. Des causes d'instabilité psychologique seraient évoquées pour justifier un penchant pour le dire radicalisme. Les femmes sont ainsi toujours victimes de la psychiatrie, car aujourd'hui les femmes musulmanes acquièrent une indépendance morale et revendiquent leur autonomie vis-à-vis d'une quelconque autorité ou pression masculine. Pour ma part, après avoir effectué des entretiens et des journées d'observation participantes avec des femmes entièrement voilées, j'en conclus que la proportion de femmes qui appartiendraient à cette frange dite fragile et psychologiquement instable ne représente que 5% de mon échantillon. Finalement, je conclurai en soulignant que cette psychologisation de la femme musulmane conduit à renouer avec l'essentialisation de la femme comme être dominée par les émotions, comme être douée d'une raison particulièrement amoindrie. L'hystérie d'antan
est désormais remplacé par le radicalisme qui puiserait sa source dans la nature instable et fragile de la femme. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.